Bonjour, c'est M. Bishoy Gamal, votre professeur de sciences pour l'année deuxième préparatoire. Et ça, c'est la leçon numéro 2. La graduation des propriétés. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire la graduation des propriétés? Les propriétés, on peut commencer par une grande propriété. Après ça, cette propriété, elle diminue. Ou on peut commencer par une petite propriété. Et après une certaine temps, elle va agrandir. Dans la même période, la graduation de volume de l'atome. On va prendre la première propriété qu'on va le graduer, c'est le volume de l'atome. Dans une même période. On va prendre comme exemple de la période numéro 2. Lithium, beryllium, bore, carbone, nitrogène, oxygène, fluor et néon. On va regarder que le nombre atomique, il augmente dans la période. Le nombre atomique, il était 3, il devient 4, 5, 6, ainsi de suite. Quand le nombre atomique augmente, cela indique que le nombre de protons dans le noyau augmente. Et quand le nombre de protons dans le noyau augmente, le nombre de protons positifs dans le noyau augmente, il attire les électrons de la couche externe. Ça veut dire, le lithium, il contient combien d'électrons? 3 électrons. On peut faire la répartition électronique. 2 dans K, 1 dans L. Donc, il contient un seul électron dans sa couche externe. Le beryllium, il contient 4 électrons, 2 et 2 électrons dans la couche externe, ainsi de suite, ainsi de suite. 2 électrons dans la couche externe, 3 électrons dans la couche externe, 4, 5, 6. On peut constater quoi? Que la force d'attraction augmente en augmentant le nombre de charges positives qui se trouvent dans le noyau. Et cette force d'attraction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attire vers lui les électrons de la couche externe. Donc, ici, il y avait une certaine force d'attraction. Ici, une force d'attraction plus grande, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand on va du gauche à droite dans la même période, on constate que la force d'attraction sur les électrons de la couche externe augmente. Quand la force d'attraction augmente, le volume, il diminue. Donc, ici, on avait un volume. Ici, le volume diminue un peu, diminue, jusqu'à avoir sa valeur minimale là-bas, à droite. Donc, dans une même période, d'allant du gauche à droite, la force d'attraction du noyau vers les électrons de la couche externe diminue, augmente, et quand la force d'attraction augmente, le volume du noyau, le volume de l'atome diminue. Ça, c'est pour la période. Donc, on va le lire. Dans la même période, il diminue avec l'augmentation de nombre atomique à cause de la grande force d'attraction du noyau. On va voir la même chose, on va voir la même propriété qui est le volume de l'atome dans un même groupe. On peut regarder le deuxième groupe. Le deuxième groupe, il commence par le beryllium, après ça magnésium, calcium, ainsi de suite. Le beryllium, 4 électrons. Comment on peut répartir 4 électrons? C'est 2 dans la couche K, 2 dans la couche L. Donc, il a combien de couches? Il a 2 couches. Tandis que le magnésium c'est 12. 2 dans la couche K, 8 dans la couche L, 2 dans la couche M. Donc, il a combien de couches? 3 couches. Calcium, 20 électrons. Il y a 2, 8, 2. Donc, il y a combien? 4 couches. Le premier, 2 couches. Le deuxième, 3 couches. Le troisième, 4 couches. On constate que le nombre de couches d'énergie augmente. Et quand le nombre de couches d'énergie augmente, le volume de l'atome augmente. Dans le même groupe, d'allant d'en haut vers le bas, du haut vers le bas, on constate que le volume de l'atome augmente. Ça, c'est pour la propriété du volume. On va dire une autre fois. Dans la même période, d'allant du gauche à droite, la force d'attraction augmente et le volume diminue. Tandis que dans le même groupe, d'allant du haut vers bas, le nombre de couches d'énergie augmente, donc le volume augmente.
Deuxième propriété, on a terminé le volume. Deuxième propriété, l'électronégativité. C'est quoi l'électronégativité? On va voir la définition. C'est le pouvoir de l'atome dans la molécule covalente d'attirer vers lui les électrons de liaison. Et on peut donner un exemple, sodium et fluor. Sodium, c'est 0,9 son électronégativité et le fluor, c'est 4. C'est quoi l'électronégativité? Dans une liaison covalente, il y a les électrons de liaison. Par exemple, dans le cas du méthane. Le méthane, c'est H4. Un carbone et 4 hydrogènes. Chaque carbone fait une liaison covalente simple avec un hydrogène. Donc, on a combien de liaisons? 1, 2, 3, 4. C'est H4. Chaque doublé, chaque deux électrons ensemble, ça s'appelle liaison, s'appelle électron de liaison. Le pouvoir du carbone à tirer, le pouvoir de carbone de tirer ces électrons, les électrons de liaison, s'appelle électronégativité. Donc, on peut dire, entre autres, que c'est un peu comme la force d'attraction. C'est la force d'attraction. Mais la force d'attraction, c'est pas sur les électrons simples, mais c'est sur les électrons dans une liaison covalente. C'est chaque élément dans notre tableau périodique a son propre nombre. Si la valeur de la différence d'électronégativité est supérieure à 1,7, donc la liaison est unique. Si par exemple j'ai deux éléments, un par exemple c'est 2,7, un son électronégativité est 2,7, et l'autre X et Y par exemple, X c'est 2,7 et un autre élément Y c'est 1. Ou par exemple 2. Si on va faire la différence, 2,7 moins 2, ça va nous donner combien? 0,7. 2,7 moins 2, c'est 0,7. Est-ce que ça, c'est supérieur à 1,7? Non, c'est pas supérieur à 1,7. C'est inférieur à 1,7, donc la liaison est covalente. Pour une liaison ionique, la différence d'électronégativité doit être supérieure à 1,7. Tandis que pour la liaison covalente, la différence d'électronégativité doit être inférieure à 1,7. On va prendre le premier élément et le deuxième élément, on va faire soustraire le grand moins le petit. Si on trouve que la différence d'électronégativité est supérieure à 1,7, donc la liaison est ionique. Ionique, ça veut dire qu'il y a un positif et négatif. Si la différence c'est plus petit que 1,7, donc la liaison est covalente. Si la différence est 0, la liaison est covalente pure. Donc ça c'est covalente, ça s'appelle covalente polaire. Et l'autre, si la différence est 0, c'est covalente pure. Une autre fois, si la différence d'électronégativité est supérieure à 1,7, donc c'est liaison ionique. Si c'est inférieur à 1,7, donc c'est liaison covalente polaire. Si la différence est 0, donc la liaison est covalente pure. Les composés polaires sont compris entre 0,5 et 1,4. Donc les composés polaires, les composés de liaison covalente polaire, c'est entre 0,5 et 1,7. On a dit que déjà c'est inférieur à 1,7 et supérieur à 0,5. Par exemple, l'eau et l'ammoniac. L'eau H2O. L'eau et H2O. Et l'ammoniac NH3. Les propriétés métalliques et non métalliques, les éléments, oui. Les éléments sont déjà divisés en métaux et non métaux. Les métaux sont en 1 ou 2 ou 3 électrons dans leur couche externe. Tandis que les non-métaux commencent de 4. 4, 5, 6, 7 électrons dans leur couche externe et les gaz nobles, 8 électrons dans leur couche externe, sauf le hélium, a 2 électrons dans sa couche externe. Ça, c'est le métaux. Donc, les éléments sont divisés entre métaux, non-métaux, gaz inerte et métalloïdes. Métalloïdes n'ont pas un vrai nombre d'électrons dans leur couche externe, mais c'est à peu près la moitié. C'est à peu près la moitié. On va pas dire que ça c'est une règle, mais on pourrait dire par exemple sur le bord, arsenic, silicium et tellure. Ça sont les non-métaux qu'on pourrait les savoir. Donc un métalloïde, c'est quoi un métalloïde? C'est un élément qui a à peu près la moitié des nombres des électrons, la moitié de sa couche remplie. Et il a quoi? Et il a les propriétés, il a des propriétés intermédiaires entre métaux et non-métaux. Il a des propriétés intermédiaires entre les deux. Donc, on a des métaux, on a des non-métaux. Entre eux, il y a les métalloïdes, il a des propriétés intermédiaires.
On peut dire comme le bore, l'arsenic, le silicium, le tellure. Les propriétés métalliques et non métalliques. Les propriétés métalliques, allez, on va faire, ça c'est la troisième propriété, les propriétés métalliques et non métalliques. On va voir dans le tableau périodique moderne, comme on a déjà vu, les autres propriétés. On va commencer par le lithium, dans la deuxième période. La deuxième période, elle est constituée de lithium, beryllium, bore, carbone, nitrogène, oxygène, fluor et néon. Le lithium, c'est 3. Beryllium, 4. Ainsi de suite. Si on va faire la répartition électronique, le lithium, c'est 2 et 1. Beryllium, 2 et 2. Ainsi de suite. On va voir quoi? Que le lithium a un électron dans sa couche externe. Et la force d'attraction du lithium, sa force d'attraction du noyau vers les électrons du lithium est petite. Donc, le lithium peut perdre facilement l'électron de la couche externe. Le beryllium, le noyau du beryllium, a 4 protons. Donc, sa charge positive est grande. La force d'attraction est grande. Donc, il attire plus les électrons de la couche externe. Donc, c'est pas très facile d'arracher les électrons de la couche externe pour être un métal. Ainsi de suite, le bore, il a 5 protons dans son noyau. Sa force d'attraction est de plus en plus forte. Donc, il ne peut pas trop perdre des électrons. Il ne va pas perdre facilement les électrons. Ainsi de suite, donc ça devient de plus en plus difficile de perdre les électrons. Donc, on commence. Le lithium, c'est un métal fort. Le beryllium, c'est un métal de plus en plus faible. On constate quoi? Que d'allant du gauche à droite dans la même période, on constate que les propriétés métalliques diminuent. On va voir dans le même groupe. Le beryllium, le magnésium, le calcium. Ici, le beryllium a combien de couches d'énergie? Le beryllium 4, 2 dans la première, 2 dans la deuxième, donc 2 couches. Magnésium 12, 2, 8, 2, 3 couches. Calcium 2, 8, 8, 2, 4 couches. Donc, on constate que le premier, 2 couches, le deuxième, 3 couches, le troisième, 4 couches, ainsi de suite. La force d'attraction diminue. À cause des couches d'énergie. Et l'attraction sur les couches externes diminue, ainsi de suite. Donc, c'est très facile d'arracher des électrons des couches externes. Donc, de beryllium, magnésium, calcium, si je descends du haut vers le bas, c'est plus facile d'arracher les électrons dû à l'absence de la force d'attraction ou une force d'attraction qui est faible. En perdant les électrons facilement, la propriété métallique apparaît fortement. Ici, le beryllium, c'est un métal fort. Le magnésium, c'est un métal plus fort. Le calcium, c'est un métal de plus en plus fort. Donc, d'aller d'en haut vers le bas, la propriété métallique a grandi. On va lire, dans la même période, la même période diminue. C'est quoi? Diminue la propriété métallique avec l'augmentation de nombre atomique à cause de la grande force d'attraction. Dans le même groupe, elle augmente. C'est quoi qu'elle augmente? La propriété métallique avec l'augmentation de nombre atomique à cause de la diminution de la force d'attraction sur les électrons de valence. On peut dire les propriétés non métalliques encore. On a terminé les propriétés métalliques, on va faire les propriétés non métalliques. On va faire maintenant les propriétés non métalliques. Dans une même période, allant du gauche vers la droite, dans une même période, on va constater que les propriétés métalliques diminuent. Les propriétés métalliques sont le contraire des propriétés non métalliques. Donc, si les propriétés métalliques diminuent du gauche vers la droite dans la même période, donc la propriété non métallique va augmenter du gauche à droite dans la même période. Les propriétés non métalliques, une autre fois, les propriétés non métalliques vont augmenter du gauche à droite dans la même période. Tandis dans le même groupe,
si on va prendre le beryllium, le magnésium, le calcium, on va trouver que les propriétés métalliques augmentent du haut vers le bas. Donc, les propriétés non métalliques, du haut vers le bas, va diminuer. Si les propriétés métalliques augmentent dans le même groupe du haut vers le bas, donc les propriétés non métalliques vont diminuer du haut vers le bas dans le même groupe. Comme ça, c'est terminé les propriétés non métalliques. La série électrochimique. C'est quoi la série électrochimique? Ce sont les éléments dans un ordre déterminé, du plus actif au moins actif. On va commencer par le lithium. Le lithium, c'est un métal très actif au commencement. Après ça, le potassium, le sodium. De plus qu'on termine, de plus qu'on va vers l'or, l'activité chimique diminue. Le lithium, forte activité chimique. Le potassium, forte activité chimique. Sodium, faible, un peu faible, jusqu'à l'or. L'or, c'est un métal qui n'est pas actif du tout. Si j'ai un métal actif qui fait une réaction avec un métal moins actif, le métal actif peut remplacer le métal non actif. Le lithium, par exemple, peut remplacer le magnésium, peut remplacer l'aluminium. Le lithium peut remplacer l'hydrogène. Donc, dans une réaction chimique, on va prendre par exemple la réaction chimique du magnésium avec l'acide chlorhydrique. Le magnésium avec l'acide chlorhydrique. Le magnésium, ça se trouve où? Ici. L'acide chlorhydrique, le H, l'hydrogène, ça se trouve après lui. Est-ce que le magnésium peut chasser l'hydrogène? Peut chasser l'hydrogène de l'acide chlorhydrique? Peut le remplacer? Oui, le magnésium peut très bien remplacer l'hydrogène et l'hydrogène va se dégager. Tandis que la réaction de cuivre avec l'acide chlorhydrique, on va prendre l'exemple du cuivre. Le cuivre, c'est où? C'est ici. Est-ce que le cuivre peut remplacer l'hydrogène ou pas? Il ne peut pas le remplacer parce que le cuivre est après l'hydrogène. Donc le cuivre, c'est un métal, on peut dire peu actif. Ça, c'est pour la réaction de magnésium avec l'acide chlorhydrique et la réaction de cuivre avec l'acide chlorhydrique. Si un métal actif avec l'acide, n'importe quel acide, il va se réagir en remplaçant l'hydrogène et l'hydrogène va se dégager et il reste le sel du métal. Tandis que si un métal inactif ou peu actif comme le cuivre va réagir avec l'acide chlorhydrique ou un autre acide, un métal inactif ou peu actif avec l'acide, il ne va pas faire une réaction, il va rester comme il est. Le chauffage de magnésium avec l'air. Le magnésium, c'est un métal actif. Si on va chauffer le magnésium avec l'air, il va nous donner l'oxyde de magnésium avec une flamme caractéristique, une flamme lumineuse caractéristique. C'est un oxyde d'un métal, l'oxyde de magnésium avec l'eau va nous donner l'hydroxyde du magnésium, l'hydroxyde d'un métal. Donc, une autre fois, le magnésium, c'est un métal, plus l'oxygène, en chauffant, va nous donner oxyde de métal, et l'oxyde de métal avec l'eau, il doit être soluble, c'est un oxyde soluble, c'est un oxyde alcalin, il va être soluble dans l'eau, il va nous donner l'hydroxyde de magnésium, qui est une base. La série électrochimique, on doit savoir la série électrochimique, on doit savoir qui remplace qui. Le comportement des métaux avec l'eau. On va prendre les métaux avec l'eau, le comportement des métaux avec l'eau. On va prendre les métaux actifs, après ça les métaux peu actifs, après ça les métaux inactifs. On commence par un métal qui est très actif, comme le sodium. Le sodium, dans l'eau, il va réagir fortement, il va remplacer l'hydrogène et l'hydrogène va sortir en s'explosant. Le calcium et le magnésium sont des métals un peu actifs, ou après le sodium, ils réagissent lentement avec l'eau. C'est pas comme le sodium s'explose dans le laboratoire. Et le zinc et le fer sont des métals de plus en plus moins actifs. Ils vont réagir, mais avec une très haute température et la vapeur d'eau. Le cuivre et l'argent, ce sont des métals. Après l'hydrogène, ils ne peuvent pas remplacer l'hydrogène de l'eau. Donc, ils ne vont pas
il ne va pas réagir. Une autre fois, le sodium, il peut remplacer l'hydrogène de l'eau. Oui, il peut remplacer l'hydrogène de l'eau et l'hydrogène va se dégager. Le calcium et le magnésium peuvent remplacer l'hydrogène de l'eau. Oui, il peut, mais avec une très grande, plus ou moins une très grande période. Et encore, l'hydrogène va se dégager. Est-ce que le fer et le zinc peuvent réagir avec l'eau, peuvent remplacer? Oui, ils peuvent réagir, mais avec des très fortes conditions, comme la température élevée et le vapeur d'eau. Le cuivre et l'argent, est-ce qu'ils peuvent remplacer l'hydrogène de l'eau? Non, ils ne peuvent pas le remplacer. Les propriétés des non-métaux. On a terminé les propriétés des métaux, on va faire les propriétés des non-métaux. Le carbone plus le HCl, le carbone ne peut pas remplacer le HCl, pas de réaction. Le carbone avec l'oxygène va nous donner le CO2, le dioxyde de carbone. Donc, un non-métal avec l'oxygène va nous donner l'oxyde d'un non-métal, oxyde acide. L'oxyde d'un non-métal plus l'eau va nous donner l'acide carbonique. Donc, oxyde d'un non-métal plus eau, acide carbonique. Les oxydes amphotères, ce sont des oxydes intermédiaires entre les oxydes acides et les oxydes basiques ou les oxydes alcalins. Ils peuvent faire la réaction avec les acides donnant sel plus eau. Ils peuvent faire les réactions avec les bases donnant sel plus eau. Ils travaillent comme acide avec les bases et ils travaillent comme base avec les acides, comme l'oxyde d'aluminium. Merci pour votre attention. Monsieur.